Le vent a tourné. Affaibli par les crises économiques et politiques à répétition, le modèle sociétal occidental actuel est chahuté de toutes parts. Dans cette situation d'instabilité, un jeu d'influence se dessine entre deux forces aux objectifs distincts. S'étendre ou résister. Pour y parvenir, deux solutions s'offrent à elle. Revisiter les territoires connus ou partir à la découverte de terres inexplorées. À l'ouest, les forces traditionnelles reprennent la main. Pour s'imposer, elles ont le choix. Réaffirmer leur domination sur leur terre en revenant aux valeurs et préceptes qui ont fait leur gloire, ou repousser les limites de leur domaine en accélérant toujours plus leur croissance. À l'est, le soleil se lève sur la résistance. Les nouvelles forces citoyennes n'attendent rien d'un pouvoir dominant qui les a déçus. Sur les terres occupées, les forces s'organisent peu à peu pour contester l'ordre établi. Les plus téméraires partent quant à eux vers l'inconnu et ouvrent de nouvelles voies vers un monde qu'ils espèrent meilleur. De ces deux forces émergera les contours d'une nouvelle réalité dans laquelle votre marque devra apprendre à naviguer. Pour cette version 2017 de ces tendances, l'équipe Pixelis a redéfini son format. Vivez avec nos webinaires un voyage initiatique au cœur de 10 espaces constituant autant d'opportunités à saisir aujourd'hui pour mieux préparer demain. Nous porterons avec vous un regard critique sur ces tendances sociétales qui façonnent le monde et vous montrerons comment des marques s'aventurent déjà avec plus ou moins de succès sur ces terres. Dans cette épopée, nous serons accompagnés de valeureux partenaires apportant éclairage et illustration à nos propos. Alors, prêt à prendre le large ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Open Space. C'est Claire et Nicolas qui seront à la barre aujourd'hui. Bonjour tout le monde. C'est parti pour 30 minutes pour vous inspirer de nouvelles opportunités pour votre marque. Cette semaine, on va continuer à explorer le territoire contesté l'ordre établi, comme on avait commencé à en parler il y a un mois, avec cette fois-ci la tendance « Trouver son clan ». Vous allez voir qu'il s'agit vraiment de la suite de devenir soi-même, l'idée étant que se retrouver soi-même n'est plus suffisant et qu'on va avoir besoin des autres. Au programme aujourd'hui, on va faire une petite entrée en matière, comme d'habitude, avec quelques datas. Ensuite, on vous parlera des différentes facettes que peut avoir cette tendance trouver son clan, avec d'abord des incarnations via des cas sociétaux. Ensuite, ce que nous appelons des pure players, c'est-à-dire des organisations qui se sont fondées sur le modèle de cette tendance, et aussi des cas de marque qui vous montreront qu'il est déjà possible de s'approprier cette tendance. Sans oublier évidemment la controverse, c'est-à-dire la limite de la tendance identifiée. Alors, si on commence tout de suite par la data. Aujourd'hui, il y a une méta-étude qui est sortie en 2015 et qui montre que le sentiment de solitude augmente de 26% le risque de mortalité. Et quand on couple cette étude avec une seconde étude dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été beaucoup visionnée via un TED mené par Robert Waldinger cette année, on se rend compte que finalement, le seul véritable critère au bonheur, c'est la qualité des relations qu'on peut avoir avec les personnes qui nous entourent. Donc c'est vraiment ce que montre cette étude menée sur plus de 75 ans. Donc forcément, à partir de ça, on est amené à se re-questionner. Finalement, trouver son clan, c'est 3 facettes particulières. La première, que nous allons tout de suite explorer, c'est la notion de se re-rencontrer. On est dans un contexte où le monde est de plus en plus connecté et on peut avoir tendance à se sentir de plus en plus seul, notamment avec l'avènement du digital. C'est cette tendance, cette facette de la tendance, c'est vraiment l'idée de recréer des liens et si possible, de la meilleure qualité possible. Donc concrètement, quand on regarde du côté des cas sociétaux, qu'est-ce que ça veut dire se re-rencontrer ? Se re-rencontrer, c'est d'abord multiplier les possibilités de création de liens. Non seulement avec les personnes que l'on croise tous les jours sans vraiment les connaître, donc on pense aux voisins, mais aussi avec des personnes qu'on n'était pas... c'est faciliter la rencontre aussi avec d'autres personnes. Aujourd'hui, on est dans un monde où on est de plus en plus déraciné de sa ville d'origine, de son pays d'origine parfois, et donc on va avoir vraiment la nécessité de se reconnecter
à d'autres personnes, d'avoir des opportunités de rencontre d'autres personnes, et c'est vraiment l'objet de sites tels que On va sortir, où on va aller provoquer des opportunités de rencontre autour d'idées de sortie, de sujets de discussion, etc. Et on va pouvoir se reconnecter ainsi à d'autres personnes. Se re-rencontrer, c'est aussi retrouver des véritables discussions de qualité. C'est vraiment le sujet dont parle Sherry Turkle dans son livre Reclaiming Conversation. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, avec la multiplication des écrans, on a tendance à se cacher derrière son écran pour éviter des conversations parfois gênantes, embarrassantes. On le voit dans des disputes de famille, notamment où les enfants préfèrent se disputer à travers leur portable avec leurs parents. Et donc l'idée, c'est de reposer les écrans pour enfin réavoir des discussions de qualité. Si on regarde maintenant du côté des pure players, donc vraiment sur les organisations qui sont bâties sur cette idée de se re-rencontrer, on a d'abord des applications qui vont prendre le contre-pied du digital. Finalement, plutôt que dire le digital nous éloigne, c'est le digital qui va nous permettre de nous rapprocher. Comment il va faire ça? Il va nous faire ça en nous connectant à des personnes qu'on n'aurait pas forcément pu rencontrer parce qu'elles sont peut-être à l'autre bout du monde, autour d'intérêts communs. Donc c'est le cas, par exemple, de la plateforme de live streaming Twitch qui permet de connecter des gamers du monde entier et surtout de regarder des gamers connus jouer en live. Donc là, on va vraiment regrouper des gens du monde entier autour de cette passion qui vont pouvoir se parler. Et c'est aussi le sujet de l'application 20 Day Stranger, qui est une application qui permet de se connecter à une personne inconnue, peut-être à l'autre bout du monde, et de partager son quotidien pendant 20 jours. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va faire quelque chose, on va pouvoir partager une photo pour expliquer son quotidien et donc mieux comprendre l'autre personne. C'est dans ce cas-là, plutôt que d'être un reflet de soi-même, le téléphone portable, l'écran, devient une ouverture vers quelqu'un d'autre et c'est ça qui est intéressant. Si on continue sur ces pure players, finalement, ce qu'ils vont pouvoir faire aussi, via des applications, mais toujours qui vont mener à la rencontre, c'est multiplier les occasions de créer du lien. Donc c'est le cas, par exemple, pour Diwi ou Kawa, qui vont être vraiment sur cette idée de proposer des sorties, proposer des défis et réunir des personnes qui ont envie, ensemble, de parler d'un sujet ou de relever un défi ensemble. Le social bar aussi est un concept intéressant qui n'a pas encore vu le jour, mais qui a remporté un grand succès sur une plateforme de crowdfunding il y a peu, et qui vise vraiment à recréer le concept d'un bar où on retrouve cette notion de rencontre. Aujourd'hui, quand on sort dans un bar, on reste entre amis. L'idée, c'est vraiment d'avoir des activités qui vont nous permettre de rencontrer des inconnus autour de nous. En communication, on va vous proposer deux exemples qui traduisent vraiment cette première thématique de se re-rencontrer. C'est la première, la plateforme de communication de Center Parcs, qui a retravaillé sa signature et son positionnement il y a deux ans, je crois maintenant, avec cette belle signature Ensemble vraiment. On va vous proposer la publicité et on s'en parle juste après. Et je sais pas toi, mais j'ai l'impression qu'ils sont loin, les petits problèmes du quotidien. Les réveils du mauvais pied, les trucs qu'on a oublié d'acheter, les gens qu'il faut rappeler. Les plats surgelés, les j'ai rien à mettre, les chérie, sérieux tes baskets, tout ça, tout ça. J'ai pas envoyé un texto de la journée. J'avais plus de batterie et j'avais même pas remarqué. J'ai même aucune idée de l'heure qu'il est. Tiens, un daim dans le jardin. Normal. Franchement, ça fait du bien de se retrouver. C'est vraiment ça qu'il nous fallait. Center Parcs, ensemble, vraiment. La marque Center Parcs était partie de ce constat qu'ils avaient en fait un décalage entre la réalité de l'expérience des villages et l'image qui pouvait être perçue de la marque. Ils ont vraiment travaillé sur ce repositionnement en faisant en sorte de devenir la marque des familles et surtout la marque des moments authentiques de qualité qui permet vraiment une reconnexion avec ceux qu'on aime. Donc là, on voit ils sont vraiment en lien avec ce qu'ils sont et ce qu'ils proposent comme service.
On va parler café maintenant avec la saga Nescafé. Enfin, j'appelle ça la saga Nescafé parce que cette campagne The Next Door Hello qui s'est déroulée en Italie s'inscrit dans une campagne de communication vraiment à épisode que Nescafé nous sert depuis quelques années maintenant, qui nous avait été proposée déjà avec toujours autour de la thématique de la rencontre, où on avait comme ça quelqu'un qui allait rencontrer ses amis qu'il avait sur Facebook, il allait sonner chez eux dans la vraie vie pour boire un café. Donc cette fois-ci, ça se passe en Italie dans un immeuble et le constat de départ est simple, c'est que on a beau être voisin de palier, bien souvent on se connaît pas, voire très peu. Et sur cette idée de base, Nescafé a déployé un dispositif permettant de relier les balcons entre eux, permettant ainsi aux différents voisins de se rencontrer dans la vraie vie autour, évidemment, autour d'un café. Dans la réalisation, on trouve qu'il y a une vraie sincérité dans le sujet. Pour autant, on reste dans une tonalité très publicité, un petit peu loin de la vraie vie. Et même si le principe et le message de base est sincère et juste par rapport à la marque, simplement dans la réalisation, on trouve que ça manque un tout petit peu de crédibilité. Voilà pour cet exemple Nescafé. On va maintenant passer à la deuxième facette de cette tendance trouver son clan, qu'on a nommée dépasser les barrières. L'idée de dépasser les barrières, c'est finalement se rencontrer et se regrouper au-delà de schémas sociétaux prédéfinis qui finalement nous enfermeraient dans un groupe de départ. Et l'idée, c'est vraiment de dépasser ces barrières-là pour se retrouver autour de centres d'intérêt et se créer une identité plus riche que celle à laquelle, a priori, on était prédestiné. Donc si on regarde du côté des cas sociétaux, finalement se regrouper au-delà des groupes prédéfinis, ça sous-entend d'abord casser les préjugés. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit bien ressortir dans différents mouvements, notamment en février dernier. On a ce hashtag qui a été extrêmement suivi et partagé, si les Noirs parlaient comme les Blancs, dont l'objectif c'était vraiment de débanaliser les clichés, les phrases clichés racistes qui nous entourent et parfois dont on peut être victime malgré nous, en les retournant, en mettant finalement l'interlocuteur blanc à la place de l'interlocuteur noir. Donc par exemple, là, on vous a mis le suspect, un chômeur blanc, catholique de 48 ans. Donc vraiment, c'est l'idée d'avoir ce petit décalage un peu comique pour comprendre l'importance de ces clichés. On voit aussi l'activité d'une association comme Coexister qui va permettre à des personnes de différents cultes de se rencontrer, de se faire ensemble pour finalement mieux se comprendre. Mais dépasser les barrières, ça va être aussi se rencontrer autour de centres d'intérêt communs, on en a déjà parlé. Et là-dessus, on va citer seulement l'exemple des e-games, du e-sport finalement, avec League of Legends, qui a réussi à réunir sur 4 semaines 334 millions de spectateurs uniques tous les jours. Donc c'est pour montrer le succès que peut avoir un nouveau sport qui apparaît et réunir vraiment des personnes qui viennent de tout milieu et de toute origine géographique autour d'un événement comme celui-là. Si on regarde du côté des pure players, ils vont trouver leur rôle de différentes façons. La première, ça va être celle de réunir des mondes qui n'étaient pas forcément destinés à se rencontrer au départ. On vous a mis l'exemple des talons d'Alphonse qui travaillent sur la réunion intergénérationnelle. Donc là, l'idée, c'est vraiment de permettre à des personnes, des retraités dynamiques, de partager leur savoir-faire à des personnes plus jeunes, donc que ce soit de la couture, que ce soit du bricolage, etc. On observe la même chose avec Singa qui permet la rencontre entre personnes d'origine française et réfugiés autour de centres d'intérêt également. Mais finalement, les pure players vont aussi permettre de dépasser la notion de simplement se retrouver autour de centres d'intérêt communs pour aller vers la notion de faire ensemble. Finalement, se regrouper, c'est aussi la possibilité de donner vie à des projets qui n'auraient pas forcément pu prendre vie si on n'avait pas été beaucoup à y mettre du temps. Et c'est notamment le principe du crowd timing dont va vous parler Roxane Julien dans son interview qui suit tout de suite. Alors le crowd timing, c'est le mélange de deux concepts. Crowd, la foule, et timing, le temps. En fait, l'idée, c'est de permettre à des projets d'aller plus vite et plus loin en demandant justement à la foule de les soutenir en leur donnant un peu de temps. Donc la plateforme Fullmobs est en fait cette plateforme qui va héberger des projets et permettre aux porteurs de projets de plus facilement solliciter la foule là-dessus.
Alors, c'est ce qu'on appelle la théorie du pied dans la porte, c'est-à-dire que les sociologues l'ont théorisé très bien. C'est-à-dire que c'est compliqué, généralement, de demander de but en blanc à quelqu'un d'être très impliqué dans une communauté. Par contre, justement, en lui demandant quelque chose de petit, on va l'intéresser à la fois au projet, aux porteurs de projet, aux valeurs du projet. Et donc, à partir du moment où on commence à susciter cet intérêt-là, on crée justement un process. Et donc, le crowdtiming, par son format justement très simple et très accessible, parce que ça va être des actions qui prennent 10 minutes, 1 heure, une journée. En fait, on commence à créer cet intérêt-là. Donc, on ouvre on ouvre la voie à justement une communauté de plus en plus engagée, de plus en plus fédérée. Donc, le crowdtiming est une brique dans une stratégie de création de communauté. Alors, Orange, l'an dernier, a lancé une campagne de sensibilisation sur la pollution numérique. Et malgré le budget qu'ils ont dépensé et le nombre de collaborateurs qu'ils ont essayé de mobiliser, ils ont mobilisé que 1300 personnes. Donc nous, on a repris cette thématique avec notre partenaire Numanity, qui est une boîte mail écolo, et on a mis en place une campagne de crowdtiming, ce qui fait que en moins de 36 heures, on avait atteint l'objectif des 1000 participants, avec la carotte qui était justement de planter 1000 arbres. Et le temps de la campagne, on a mobilisé près de 4 fois plus de personnes qu'Orange, en ne dépensant que 200 € sur les réseaux sociaux. Et cette campagne a elle-même eu près de 25 000 partages sur les réseaux sociaux. Donc on voit vraiment la force d'une campagne de crowdtiming, autant en termes d'impact que de visibilité. Alors on a en tête une V2 qui permettrait à la fois de capitaliser sur ce qui a été fait, donc autant pour les participants et créer de la récurrence dans leur participation, que pour les marques et les projets qui se lancent, justement de pouvoir capitaliser sur leurs efforts d'une campagne dans le temps. Et on a aussi créé une méthodologie de mobilisation qui permet justement d'accompagner collectivités et entreprises sur les leviers de participation sur tous les programmes qu'ils peuvent lancer ou qu'ils ont déjà lancés. Voilà, évidemment, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview de Roxane sur le blog Pixelis qu'on vous partagera par mail. Des exemples de marques, on parlait de Nescafé tout à l'heure, on va rester dans le domaine du café, c'est un peu normal parce que le café c'est vraiment un générateur de rencontres. Cette fois-ci avec la marque Grand-Mère, ma marque grand-mère, un peu comme son nom l'indique, qui avait du mal à se connecter à une cible jeune et qui a déployé une mécanique assez drôle, vraiment pleine d'humour, qui est ce Grand-mère Translate, donc un dispositif à la fois digital et papier, un espèce de dictionnaire permettant de traduire les expressions des plus jeunes pour les seniors, ce qui est assez pertinent et assez juste, et ce qui a surtout permis à la marque Grand-Mère finalement de se réconcilier et de se rapprocher de cette cible jeune. L'agence de voyage, la marque Momundo, qui est une agence de voyage internationale, a fait une grosse campagne qui a été vue un peu plus de 8 millions de fois sur Internet, avec cette expérience qu'ils ont appelée The DNA Journey, qui a consisté à prendre un panel de citoyens de différents pays et à les interroger sur leurs racines et leur attachement à leur pays d'origine, ou en tout cas ce qu'ils pensaient être leur pays d'origine. Et ils ont fait un test ADN en fait pour révéler l'origine ethnique et l'origine précise de ces différentes personnes. Et donc évidemment à chaque fois il y a un effet de surprise, il y a un reveal expliquant que vous pensiez être français ou anglais ou allemand et en fait vous avez des origines qui sont assez étonnantes. Tout ce dispositif visant finalement à vous interroger sur les pays et l'endroit d'où on vient et à envisager le voyage comme une ouverture sur les autres et à lever les barrières et à démonter les clichés de chacune de nos origines. On va passer maintenant à la dernière facette de notre tendance trouver son clan, qui est finalement défendre ses intérêts. L'idée, c'est que on parle beaucoup dans notre mapping de pouvoir dominant et de résistance. Pour exister face au pouvoir dominant, se regrouper reste une façon de se revendiquer et de se faire entendre. Donc si on regarde du côté des cas sociétaux, ça se traduit rapidement par l'idée d'affirmer son identité. Donc ça, c'est vraiment le cas pour des minorités qui sont pas forcément entendues. On le voit avec le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, suite notamment aux incidents qu'il y a pu y avoir entre police et population afro-américaine. Donc mouvement qui s'est constitué pour faire valoir le droit des populations afro-américaines. On a aussi le cas du blog Paytashnek, dont le but à la base était de vraiment regrouper
les remarques reçues par les femmes dans la rue sur un blog pour partager les vécus et faire visualiser l'importance du phénomène et l'idée qu'il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, il y a plus de 180 000 personnes qui ont participé à ce blog et qui est de plus en plus connu et entendu. Ensuite, finalement, défendre ses intérêts, c'est aussi défendre sa vision, construire ensemble sa vision. On l'a vu beaucoup suite à la loi travail qui a fait beaucoup débat au cours de la dernière année. Au niveau des jeunes, ça s'est traduit par un grand mouvement avec le hashtag On vaut mieux que ça, qui s'est constitué derrière des youtubeurs. Je vous invite à aller voir la vidéo sur YouTube. L'idée, c'était de partager ces galères de travail et une fois de plus, rendre visible une situation vécue par de nombreux jeunes. Et ça s'est aussi incarné par, évidemment, le mouvement Nuit debout, où là, l'idée était de se retrouver dans la vraie vie pour débattre et construire ensemble une vision qu'on pourra ensuite porter. Si on regarde du côté des pure players, finalement, défendre ses intérêts, ça va se traduire par la construction d'offres sur mesure, d'offres qui s'adressent à ces minorités qui ne sont pas forcément toujours prises en compte. Donc c'est le cas par exemple de l'agence de voyage Voyage Halal, qui est une agence de tourisme islamique, finalement qui propose des voyages qui respectent les préceptes de la religion musulmane. On a aussi le cas du pure player I Will Share, qui est une plateforme qui va permettre aux personnes en situation de handicap de partager leurs galères ou leurs bonnes expériences de différents lieux et de pouvoir ainsi se donner des bons plans de où se retrouver dans une ville. Si on continue et qu'on amène ça plus loin, finalement, c'est aussi défendre ses intérêts, ça va être aussi se regrouper et pouvoir donner à voir ses revendications. Et grâce à ça, on a des plateformes comme Avaz ou Change.org qui connaissent un très grand succès ces dernières années et qui sont vraiment sur l'idée de construire des pétitions en ligne. On va aussi avoir une plateforme comme Vox.org dont le but est de recréer du lien entre citoyens et politiciens en permettant notamment aux citoyens de poser des questions directement aux politiciens avec la plateforme Hello 2017 qui fonctionne déjà pour la primaire UMP. Et vraiment, l'idée, c'est de pouvoir laisser s'incarner cette forme de lobby citoyen. Si on regarde un petit peu du côté des marques, évidemment, c'était très tentant pour nous d'aller scruter un petit peu une marque comme Clan Campbell qui porte dans son ADN cette notion de clan. Clan Campbell, donc marque de whisky écossaise, et historiquement, le clan, chez Clan Campbell, le clan, c'est la famille historique multiséculaire qui a construit et façonné vraiment la marque et le produit. Et dans tout le wording, dans tous les éléments de narration de la marque, on est sur le territoire, sur les terres, sur ce qui a forgé les valeurs de cette famille. Et aujourd'hui, cette famille s'est un petit peu agrandie finalement pour devenir une communauté, ou en tout cas la communauté de tous les collaborateurs et de tous les employés qui travaillent pour la marque Clan Campbell. C'est ce qui est incarné à travers la dernière campagne que vous avez vue certainement l'année dernière, où on retrouvait donc l'incarnation et on retrouvait des portraits des collaborateurs de la marque qui étaient mis en scène sur la communication. Mais pour autant, on peut se poser la question de un clan, c'est bien, mais quelles sont les valeurs que porte et que défend ce clan? Et là, en l'occurrence, on trouve que la marque aurait pu aller plus loin et aurait pu nous inviter à partager certaines de ces valeurs. Des valeurs, il y a une marque vraiment qui les porte depuis très longtemps et qui les affirme avec toujours beaucoup d'humour, c'est Ben & Jerry, qui a, à l'occasion de la COP 21, qui a une grosse prise de parole, qui a été déclinée en packaging, en affiche, en vidéo, étant sur la thématique de la glace, étant fabricant de glace, bien évidemment, ils avaient un boulevard pour prendre la parole sur la thématique du réchauffement climatique, et ils ont déployé une prise de parole, donc on l'a vu multi-support, et ils ont surtout invité à signer une pétition pour lutter contre le réchauffement climatique. Et je crois que la pétition qu'ils avaient lancée sur Avaz a eu un peu plus de 250 000 signatures. Donc preuve que quand on est une marque engagée, on peut être engageant et inviter vraiment ses fans et ses consommateurs à suivre le mouvement qu'on va initier. This is what happens when ice cream is just 2 degrees warmer than it should be. For Ben & Jerry's, it's a mess. For the planet, it's a metaphor. Because a 2-degree warming of our planet's climate would have an equally dramatic, though much more significant, impact
but we can prevent it. If we take action and demand that governments, policymakers, and business leaders do what it takes to stay below 2 degrees, we can reverse the trend of climate change. By acting now, we'll create innovative solutions that keep our planet, and those who live on it, thriving. Because while a 2-degree change may not seem like much, the truth is, it means the world to us. Join the global climate movement and take action now at benjerry.com/climate. Donc voilà, ce qui est très intéressant, c'est que au-delà de la problématique, qui est une vraie problématique environnementale extrêmement préoccupante, dans toutes les prises de parole de la marque, on n'est jamais sur la culpabilisation, mais au contraire, on est toujours sur un ton décalé humoristique, ce qui fait qu'on a finalement envie de suivre et d'adhérer à leur mouvement. Pour terminer sur les exemples de marques, on voulait finir sur une belle opération qui est la Battle Run de Paris, organisée par Adidas, qui est une course de quartier qui a été vraiment menée avec beaucoup d'intelligence par la marque, puisque Adidas a sollicité des runners issus de différents quartiers parisiens, et il y a eu vraiment tout un travail d'engagement et tout un travail autour de différentes communautés qui se sont affrontées dans Paris, à travers évidemment des courses à pied. Ce qui est très intéressant, c'est que d'une part graphiquement, il y a beaucoup d'élégance, beaucoup d'esthétique, mais surtout que la marque a su trouver sa juste place et ne jamais être trop présente, au profit justement de l'expression et de l'attachement à ces différents quartiers de Paris. Ce qui nous amène à finalement vous replacer un petit peu cet exemple de marque sur notre fameux mapping à controverse, puisque quand on voit qu'on s'appelle Adidas et qu'on est vraiment cette méga marque internationale, qu'on est plutôt du côté d'un modèle dominant, eh bien on peut, à travers cette action par exemple de Battle Run, on peut aller expérimenter des prises de parole et aller vraiment sur des territoires qui sont naturellement pas le vôtre, et garder sa légitimité. Donc c'était intéressant de finir par cet exemple pour montrer que plus une marque est forte, plus elle peut aller s'autoriser à prendre la parole sur des territoires étonnants. Avant de conclure sur la controverse, on va vous montrer une dernière interview qui est celle de Pierre Janicot, cofondateur de The Wahoo, qui parle de mise en relation et de partage de centres d'intérêt. On va le laisser vous en dire plus. Ce qui fait une communauté pour moi, c'est d'abord une finalité partagée par les hommes et les femmes de cette communauté. Une finalité, ce n'est pas un objectif chiffré, c'est une cause qui nous dépasse tous et que nous avons envie de défendre. Une utilité, permettre à chacun d'être utile, se sentir en interdépendance avec le reste de la communauté. Troisième caractéristique, c'est une autorité commune. Une communauté, ce n'est pas un groupe d'hommes et de femmes qui juste se rassemblent. D'une certaine manière, hein, on la voit elle a plein de caractéristiques différentes, mais une autorité, ça permet de désigner au groupe toujours le bien commun qui nous dépasse et de dire voilà, c'est par là que nous allons. Et puis une autre caractéristique pour ce groupe d'hommes et de femmes qui se rassemblent, c'est de pouvoir exercer une solidarité, de pouvoir compter sur cette solidarité au quotidien, parce qu'on n'est pas des robots et qu'on est des hommes et des femmes qui avons des hauts et des bas. Et donc cette solidarité permet au groupe de vraiment garantir l'humanité pour chacun. Voilà. Alors, la question d'abord qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'entreprise aujourd'hui est vécue comme une communauté ? Nous, notre constat, c'est que beaucoup de sociétés sont donc effectivement des sociétés avec des objectifs très quantitatifs, très clairs parfois. En tout cas, ils ne vivent pas comme une communauté d'hommes et de femmes, comme j'ai pu la décrire. Nous pensons que dans le monde complexe qui s'ouvre, faire communauté, refaire communauté, au singulier et au pluriel d'ailleurs, ça va être facteur de performance de manière décisive. Ça permet de transformer chaque entreprise en un village. On a beaucoup de leviers différents pour ça. L'objectif à la fin, c'est d'avoir cassé les silos, c'est d'avoir permis à des talents de se rencontrer et des talents d'émerger. Ça permet de créer beaucoup plus de liens, ça permet de créer de l'intrapreneuriat, ça permet de mieux intégrer les nouveaux arrivants dans une entreprise, ça permet
de résoudre les problèmes liés aux nouvelles façons de travailler, quand on a du télétravail, comment recréer de l'informel. Eh bien tout ça, ça peut être résolu par le fait de refaire communauté. À titre d'exemple, on a par exemple une petite application mobile qui, grâce à une expérience utilisateur un petit peu particulière, où les avatars remplacent les photos, où votre pseudo remplace votre job title et votre nom et votre prénom, et bien grâce à cette petite expérience utilisateur, il y a le regard en fait des autres qui disparaît, et là vous allez beaucoup plus oser la rencontre. Alors une première question que me pose votre question, c'est de se demander si c'est pas bon parfois de renoncer à son intérêt individuel. On est dans une société où depuis après une trentaine d'années, l'idéologie libérale est devenue celle qui a tout remporté, et elle a tout remporté sur nos petits cerveaux, en nous faisant croire qu'on est des gens qui devons toujours maximiser notre intérêt personnel. C'est l'homo economicus. Peut-être qu'on peut se demander si on est toujours cet homo economicus. Est-ce que dans la vie, quand on renonce à son intérêt individuel, est-ce qu'on est moins heureux? La société va se nourrir de toutes ces communautés. Ce qui va être important, ça va être d'avoir du lien entre ces différentes communautés. Est-ce qu'on a des gens de ces communautés qui sont capables de faire le lien entre toutes ces communautés, et que de l'interdépendance qu'on verra au sein de communautés, on voit aussi l'interdépendance entre ces communautés. Voilà. Donc un grand merci à Pierre Génicot de s'être prêté au jeu de l'interview. C'est vrai que ça élève tout de suite le débat et ça donne envie de poursuivre les échanges avec lui. On va maintenant conclure avec la limite. En effet, depuis le début de ce webinaire, on vous parle beaucoup de se reconnecter, se retrouver, se re-rencontrer, mais on n'est pas naïf. On sait très bien que actuellement, ce qu'on observe aussi, c'est un grand mouvement de repli. Un chiffre qui l'illustre particulièrement bien, c'est que depuis la chute du mur de Berlin, 40 pays dans le monde ont construit des murs, dont 30 après le 11 septembre 2001 et 15 au cours des 12 derniers mois, soit 40%. Donc on voit que c'est un phénomène qui en plus s'accélère. Une autre illustration de ce phénomène, c'est évidemment la montée des extrêmes politiques et même religieux qui poussent à ce mouvement de repli sur soi et de méfiance de l'autre. Et enfin, un dernier phénomène dont on voulait vous parler, qui s'appelle l'autoroute, enfin qu'on peut appeler l'autoroute du feed, et qui est en fait ce phénomène par lequel des plateformes telles que Facebook ou Google vont progressivement nous enfermer dans un schéma logique, nous proposer tout le temps à relire ce qu'on a déjà envie de lire et finalement nous empêcher de nous ouvrir à d'autres idées. Et donc ça, c'est vraiment trois phénomènes qui montrent ce mouvement de repli. Finalement, ce avec quoi on voulait conclure, c'est vous montrer qu'on appartient tous à une diversité de communautés, que ce soit à notre famille, au travail, politiquement, parfois religieusement. Et donc la difficulté de cette tendance, ça va être de réussir à trouver l'équilibre qui va nous permettre de coexister ensemble. On touche quasiment à la fin donc de ce deuxième webinar Open Space et pour finir, on vous représente donc notre offre de workshop, ce que on vous a présenté, proposé pendant une petite demi-heure. On vous permet de le développer beaucoup plus en détail, de confronter votre marque avec notre fameux mapping à controverse et d'utiliser nos tendances comme de la matière première d'inspiration pour travailler sur mesure sur vos problématiques de marque ou de communication à travers notre écosystème dédié d'experts, d'intervenants et avec des formats qu'on peut vous proposer selon trois formules adaptées à vos besoins qui vont vraiment de la demi-journée un peu de speed je dirais de speed tendance jusqu'à des expéditions beaucoup plus complètes sur plusieurs jours. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse étudier ça ensemble en détail. Si vous avez des questions également, vous avez une fonctionnalité qui vous permet de nous les adresser. N'hésitez pas, c'est le moment. Effectivement, on aurait dû vous le rappeler au début, mais n'hésitez pas, on prendra le temps de répondre à vos questions. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce webinaire que nous, on a pris du plaisir à vous le présenter. On est encore une fois sur des tendances extrêmement riches. On aurait pu y passer beaucoup plus de temps, mais on voulait évidemment encore une fois un format court. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à nous solliciter si vous avez des questions, des commentaires, des remarques. On se fera un plaisir de les partager ensemble. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous le 17 novembre pour un troisième webinar, donc une troisième tendance, toujours dans notre mapping à controverse Open Space.
Un gros merci pour votre écoute et d'ici là, très belle journée à vous. Merci, belle journée.